11h04 sur Radio Colavive, le grand plateau a pour thème aujourd'hui les paroles de Bombardé. On a souhaité, après avoir interviewé au sujet des événements de la semaine dernière, les politiques, les journalistes, on a souhaité pouvoir, Jean-Luc, demander à ceux qui ont subi ces attaques, ces bombardements, de bien vouloir nous en faire un petit récit. On a Rachel Lévy maintenant. On aura d'ici 10 minutes Bernard Alouche. À 11h20, Jean-Claude Bensoussan, qui est responsable des francophones à Ashdod. Et puis Jean-Louis Debré viendra à partir de 11h35 nous donner son témoignage et son sentiment sur ces bombardements et parler avec nous de son ouvrage « Une histoire de famille » paru chez Robert Laffont. Mais on commence avec Rachel Lévy. Rachel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Rachel, on répète à nos auditeurs que le thème a pour sujet les paroles des bombardés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser, Rachel, pour qu'on puisse bien situer la chose, où vous résidez en Israël? Je suis à Ashdod. Oui. Ashdod, du côté, de la mer, à la marina d'Ashdod. À la marina d'Ashdod. Alors, la semaine dernière, donc, un épisode intense de bombardement s'est déroulé en Israël. Avant de nous dire comment vous avez vécu cela, quand vous apprenez par les sirènes, par les applications... Les médias, oui. Alors, comment ça se passe ? C'est quelque chose, encore une fois, dont vous avez l'habitude ou c'est quelque chose toujours de traumatisant? Moi, j'ai pas toujours habité à Ashdod. Ça fait 35 ans que je suis en Israël. J'ai habité 30 ans du côté du centre de Ramat Gan. Donc, on était assez protégés, on peut dire, parce que ça, en général, ça n'arrivait jamais par là-bas. J'ai eu l'occasion, puisque toute ma famille est sur Ashdod, de recevoir, donc moi, les familles entières pendant les guerres, parce que avec les enfants en bas âge, quand il n'y a pas de chambre protégée, c'était terrible, ce que les parents devaient vivre avec les enfants en bas âge. Donc moi, quand j'habitais dans le centre, j'ai reçu à plusieurs reprises des membres de ma famille pour les protéger pendant le temps que la guerre passe. Parce que quand il y a des enfants en bas âge, je pense que c'est le pire. Il y a pas dans beaucoup d'immeubles, il n'y a pas de chambre forte. Donc il faut qu'ils descendent dans les cages d'escalier. Et quand il y en a plusieurs, des petits, etc., il y a des enfants qui ont été traumatisés à vie de ça. Donc moi, je vous dis, je suis sur Ashdod depuis 4 ans. Donc on n'était pas du tout habitués et c'est pas évident. Bon, bien sûr, il y a le côté de la Emouna. Nous, on a beaucoup de Emouna, donc on sait que Hachem nous protège. On a vu les miracles, surtout dans ces deux derniers jours, la dernière guerre, les miracles ont été... C'est-à-dire, c'était incroyable. Il n'y a pratiquement pas eu de dommages au niveau des êtres. Vraiment, c'était incroyable. Mais la panique. Bon, moi, mes enfants ont grandi, donc mes enfants sont grands. On arrive plus ou moins à affronter. Déjà, on a la chambre forte. Donc, dès qu'on sait qu'on va être confronté à ça, on se prépare intérieurement. On se dit tranquille. On va dans la chambre forte. On prend un livre de Télim. On attend que ça passe. Mais je pense que pour les familles qui sont surtout avec des enfants petits et parfois les gens qui sont eux-mêmes, qui ont une difficulté par rapport à tout ça, c'est vécu très très difficilement. Parce que des fois, moi j'ai dans ma famille, la maman elle-même, elle panique, donc elle n'arrive même, elle panique pour elle. Elle n'arrive pas donc à gérer la panique de ses enfants. Vous voyez ? C'est très dur. Alors en plus, il y a eu donc... les écoles ferment, les enfants sont à la maison. Il y a ces moments-là, je vous dis, il y a une différence notoire entre les gens qui ont une chambre forte à la maison et ceux qui l'ont pas. Parce que ceux qui l'ont pas, il faut qu'ils sortent dans les cages d'escalier où il y a plusieurs voisins. Il y a beaucoup d'hystérie autour de tout ça. Il y a de la peur. Et Rachel, de ce que vous connaissez d'Ashdod dans votre quartier, nous on était restés avec l'idée un petit peu simpliste que dans tous les appartements, dans toutes les maisons, il y avait une chambre. Pas du tout ça. C'est uniquement dans les immeubles neufs, disons les immeubles de ces à peu près, je vais vous dire comme ça, 13 dernières années. Parce que avant ça. Tous les immeubles d'avant, tous les anciens immeubles, il n'y a pas de chambre forte. Il y a ou la cage d'escalier, ou bien ce qu'ils appellent... Le miklat, un peu plus loin. Un miklat, mais soit c'est en dehors, mais c'est pas du tout pratique. Et... on a
On a été coupé avec Rachel. Très, très dur à gérer. Très dur à gérer. Rachel, est-ce qu'on peut rappeler pour vous et nos auditeurs un petit peu lorsque une sirène retentit, il faut combien de temps pour rejoindre les abris? Qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui? Il faut faire le plus vite possible. Hein. Voilà, on a quelques minutes, on n'a pas beaucoup. Quelques minutes. Quelques minutes, oui. Quelques minutes, vraiment quelques minutes. C'est pour ça que je vous dis, moi, mon expérience, c'est que moi, je sors d'une chambre, je rentre dans une autre chambre. Donc c'est quand même facile. Mais j'ai l'expérience des membres de ma famille qui n'ont pas ça et c'était la panique totale. C'est la panique totale. Alors Rachel, vous nous avez précisé être en Israël depuis 35 ans. Vous vivez maintenant à Ashdod, qui est, on le rappelle, au sud d'Israël. D'après vous, selon vous, quand vous faites cette analyse, vous vous dites ça peut plus durer, il faut qu'il se passe quelque chose? Ah non, mais bien sûr ça peut plus durer. C'est vraiment pas normal d'avoir ces atteintes sur la population civile. C'est absolument pas normal. La guerre, c'est une chose. Ce qui se passe à Gaza, mais pourquoi tirer sur des civils? Pourquoi? C'est pas normal. Je pense que dans aucun pays du monde n'accepterait une chose pareille. Ce que Israël accepte, c'est vraiment non. Bien sûr que c'est pas normal. À titre personnel, Rachel, est-ce qu'à un moment donné, ça a remis en cause votre idée de présence en Israël? Pas en Israël, non, certainement pas, parce que pour rien au monde je quitterai mon pays. Mais par contre, Ashdod, on envisage peut-être de quitter Ashdod à cause de ça, parce que c'est pas évident, c'est pas du tout évident, mais voilà. Oui, le problème de quitter Ashdod, oui, malheureusement, parce qu'on est, quand on est dans le centre, on sentait pas du tout la guerre. Je vais vous dire une chose, il y avait quelque chose aussi un peu anormal. Ça veut dire que nos frères qui étaient dans le sud, ils vivaient des traumatismes et des très mauvais moments, et nous, on était presque en dehors du coup. Aujourd'hui, bon, moi quelque part, je dis pas que ça me fait plaisir, mais au moins ça me permet de ressentir ce que les gens du sud vivent. C'est pas, vous voyez, il y a 2 poids et 2 mesures. Ça veut dire il y a le centre et le nord, et il y a le sud. Alors, Rachel, une toute dernière question, bien sûr. Lorsque les sirènes retentissent, lorsque les roquettes s'abattent, on pense tous ici, en diaspora, à nos frères en Israël, on pense à vous et on pense bien sûr aux enfants. Et vous parliez des enfants et la question qu'on se pose, c'est y a-t-il une pédagogie, y a-t-il des messages pour essayer un petit peu de faire passer de rendre les choses moins douloureuses? Oui, déjà, je pense que ça dépend aussi, comme je vous dis, beaucoup des parents et du calme des parents. Ça veut dire que nous, on essaye de véhiculer des messages de foi et qu'on sait qu'Hachem nous protège en Israël. On le vit tout le temps, ça. C'est pas que par rapport à la guerre. On sent qu'on est protégé spécialement en Israël parce que voilà, même tout ce qui se passe, même quand il y a eu les pigouis, mais il y a des gens malheureusement qui partent à cause de voilà, mais par rapport à ce qui pourrait arriver, on sent qu'il y a la main d'Hachem. Donc merci Rachel de ce témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage. Nous, ce qu'on fait, oui. On vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt, Rachel. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci on va beaucoup, poursuivre Rachel. ce témoignage. On a souhaité avoir un autre témoignage. On a en ligne Bernard David Alouche. Bernard David? Donc, on va l'avoir dans quelques secondes. Voilà, donc, un témoignage très très fort et bien sûr la question qui est posée de savoir combien de temps cela peut durer et cette façon d'endurer. Voilà. Mais je crois qu'on a Bernard David Alouche. David, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Toulouse. Cette présence, merci de votre présence sur votre radio. On rappelle que vous avez été un animateur de qualité pendant longtemps sur cette radio. Bernard, vous résidez où? Alors, j'habite à Ashkelon, donc pas très loin de Gaza, à vol d'oiseau, 15 km. Alors, racontez-nous votre vécu. Je veux dire que quand, que ce soit par une appli ou par les sirènes, quand vous entendez, encore une fois, et vous précisez que vous êtes à quelques encablures de Gaza, quand vous entendez ces sirènes, quelle réaction vous avez d'abord? Alors, quand on entend ces sirènes, on sait que effectivement, quand on entend les azakot, ça veut dire que
d'un missile ou une roquette qui va partir de Gaza, que ce soit du Hamas ou du djihad islamiste. Donc aujourd'hui, après 4 ans de vécu avec une répétition systématique tous les 6 mois d'une attaque de Gaza, donc on a pris l'habitude. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la tension monte de plus en plus parce que le type de missiles qu'ils emploient sont des missiles GPS, donc des missiles à précision. Donc, il y a un peu d'angoisse. Mais bon, de ce côté-là, on a pris cette habitude. Dès qu'il y a la Zaka, on rentre dans la Miklat, on attend que le boom passe et on ressort. Le problème, c'est que, comme je dis à des amis il n'y a pas très longtemps, les gens du Sud sont des gens qui ont une très grande résilience, mais aujourd'hui, ils ont même une très grande colère. Alors, le problème qui se passe, c'est que les personnes, je dirais, âgés et les enfants, c'est le plus gros problème se trouve auprès de ces gens-là, où psychologiquement, ça devient très, 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 très grave. Les enfants maintenant, je vois par exemple mes petits-enfants qui habitent à Ashdod, quand ils entendent du bruit, sursautent. J'ai eu pas très longtemps des gens de tous qui ont fait le Ralia, des personnes âgées, elles ont plein d'urticaire, elles sont stressées, le stress leur donne. Voilà un petit peu ce qui se passe, quoi. Je veux dire, c'est répétitif tous les 6 mois et ça commence à devenir, comment dirais-je, on commence à être très très en colère, vraiment très en colère. Alors il n'y a pas de solution, hein. Il n'y a pas de solution. Quoi faire? Le dôme de fer, Baruch Hashem, comme on dit ici, il nous permet d'éviter d'avoir des pertes humaines. Le problème, c'est le traumatisme des enfants, des personnes âgées, c'est la perte économique. Par exemple, cette fois-ci, on a eu la destruction d'une usine à Sderot. Voilà, donc, Bernard. Raser Gaza. Oui, non, je t'en prie, David. Raser Gaza, c'est pas la solution. Oui. Faire la guerre, c'est tuer des enfants de Tsahal, des soldats de Tsahal, il n'y a pas de solution. La seule solution aujourd'hui qui est envisagée, qu'on entend parler à droite et à gauche, ce sont des frappes chirurgicales et des éliminations ciblées. Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle. Juste pour poursuivre, Bernard, David, avec la situation à Ashkelon, on imagine bien que lorsque une roquette est détectée, il y a très peu de temps pour rejoindre les abris et que toutes les habitations, les maisons ne sont pas forcément toutes équipées d'abris. Ah oui, effectivement, ça c'est une bonne remarque. C'est que dans le sud, effectivement, les anciennes maisons ne sont pas équipées, donc les gens descendent soit dans les caves quand ils sont premiers, voire au rez-de-chaussée, mais 13 secondes, c'est pas beaucoup, ou alors ils restent dans les escaliers. Par contre, dans les habitations modernes comme à Barnéa, ou à Ashdod, les quartiers récents, toutes les maisons ont une classe, c'est-à-dire une chambre forte. Donc là, c'est moins stressant, mais ça reste quand même, surtout, comme je disais, stressant pour les personnes âgées et surtout psychologiquement pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Dans les habitations anciennes, il n'y a pas de miklat. Alors, voilà. Bernard, dans votre vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose, cette menace, ce risque permanent d'envoi de missiles et de roquettes, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte quand vous devez partir passer Shabbat, passer en vacances? Est-ce que vous prenez en compte cette donnée? Alors, je dirais non. Non avec un nom vraiment ferme. Quand on sort en Israël, quel que soit l'endroit, il n'y a pas longtemps j'étais dans le nord, on ne pense absolument pas, on a une confiance totale en Tsahal, en ce qui concerne, et au dôme de fer, surtout au dôme de fer. Donc on ne pense absolument pas, très sincèrement, il n'y a pas un Israélien qui va vous dire aujourd'hui quand je sors, j'ai peur. On connaît les consignes, on a des consignes, quand on est sur la route, on sait comment faire pour se protéger avec les moyens du bord. Quand on est dans la rue comme aujourd'hui, là, voilà, je suis dans une administration, ça peut sonner à tout moment. Il n'y a pas de miklat pour 200 personnes qui sont ici. Non, absolument pas. Je dirais, ça va vous surprendre, j'aurais plus peur de me balader dans les villes de Toulouse à 11h du soir que de me balader à Sderot ou à Netivot quand je vais prier sur le kéver de Baba Saleh Zechou Bracha.
Non, Alors- absolument pas. On ne prend absolument pas compte. Alors- Sinon, ça serait catastrophique. Bernard David, une dernière question. Bon, vous disiez tout à l'heure, et on le sait, que les habitants d'Israël en général et du Sud ont une forte résilience, du courage, de l'endurance. On peut dire ça des adultes, mais bon, certainement pas malheureusement des enfants. Comment ça se passe pour les enfants? Est-ce qu'il y a une pédagogie particulière pour Alors, que la chose soit moins douloureuse? Comment gérer ça avec les enfants? Alors, ce qui se passe, c'est que dans les écoles, moi, pour être au courant, puisque nos petits-enfants sont dans les gangs, dans les collèges et lycées, ce qui se passe, c'est que il y a des psychologues qui viennent régulièrement dans les écoles pour expliquer sous forme de jeu, si j'ose dire, sous forme de jeu. Quand on entend une azaka, c'est comme si on entendait la sonnette pour aller en récréation. Donc, on fait le parallèle entre les deux. Bon, c'est pas la même sonnerie, hein, parce que la sonnerie de la Zaka est très stressante quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est leur montrer que c'est la même chose. Simplement, la musique n'est pas la même. Il faut se mettre sur les tables, jouer à cache-cache, etc. Ça, c'est pour les enfants. Pour les personnes âgées, malheureusement, quand elles ont des problèmes, donc C'est plus il difficile. y a des attentes sociales, il y a Bien des sûr. qui vont les rencontrer. Puis après, si vraiment on sent qu'il y a un problème, donc à ce moment-là, on les dirige vers les hôpitaux pour rencontrer des psychos, des psychologues pour Des professionnels. voilà, des professionnels. Merci Voilà. Bernard, merci Shavuot Tov. Merci. À très Shavuot bientôt Tov et sur bonne nos semaine à ondes. vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà une pause Alors- musicale et on poursuit cette émission avec Jean-Claude Bensoussan à Ashdod et avec notre grand témoin Jean-Louis Debré. Nous donnons ce matin la parole aux bombardés suite aux différents événements qui sont survenus ces derniers jours. Et on a souhaité maintenant rejoindre, puisqu'on l'avait déjà eu avec grand plaisir, Jean-Claude Bensoussan. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Gérald, Bonjour. et bonjour auditeurs toulousains. Alors Jean-Claude, on rappelle que vous avez fait votre alia il y a maintenant un certain nombre d'années, que vous occupez un poste de responsabilité auprès des francophones à Ashdod. Et ce qu'on voulait voir avec vous, on essaie depuis ce matin d'avoir des témoignages de personnes sur ce qu'on peut vivre au cours des semaines précédentes. On a eu des politiques, on a eu des journalistes, mais on veut savoir ce que l'Israélien moyen, c'est pas péjoratif, ce que l'Israélien ressent quand on entend des sonneries, quand les applis envoient des alertes rouges. Dites-nous un petit peu ce que vous ressentez quand ces choses-là se passent. Alors, il faut différencier du lieu d'habitation. Les habitants qui sont à Sderot sont harcelés à un rythme très soutenu et sont obligés d'aller aux abris très souvent. Voilà, très souvent. Eux c'est la population qui vit le plus difficilement cette période. Pour ceux qui sont dans la région de Tel Aviv ou de la région de Netanya ou de Jérusalem, eux sont plutôt inquiets pour nous. Et je vois par exemple mes petits-enfants ou mon fils, quand il y a eu cette période, tous les jours c'était de dire venez passer la semaine chez nous à Jérusalem, à Netanya, à Ranana, à Tel Aviv. Et donc on y est allé et je peux vous dire qu'on y est allé la deuxième semaine parce qu'ils avaient beaucoup insisté. Et nous y sommes allés, mais alors c'est la vie tout à fait normale. Il ne s'agit pas d'exagérer. Le troisième lieu d'habitation, ce sont les habitants d'Ashkelon ou d'Ashdod. Et là, nous avons un peu plus de temps pour aller aux abris que les habitants de Sderot. Pour nous qui habitons à Ashdod, donc on a été 4-5 fois dans la nuit réveillés. C'est stressant, c'est très stressant d'entendre la sirène. Surtout les premières fois. Là, maintenant, ça fait 13 ans que nous habitons en Israël et nous y sommes habitués. Donc, on y va avec beaucoup de discipline sans se précipiter. Je dois vous dire que il y a beaucoup d'accidents pour se rendre du point d'habitation à l'abri, surtout lorsqu'il est à l'extérieur. Lorsqu'il est à l'extérieur. Donc il y a des bras cassés, des jambes cassées, des petits bobos, des ceci. Ma belle-sœur, par exemple, devait se faire opérer d'un fémur cassé, mais pas du tout lié à cette action.
Et donc on lui a dit, on ne peut pas vous opérer aujourd'hui parce que nous avons beaucoup d'accidents qui sont liés à Aux la alertes. période d'alerte. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la population israélienne est très confiante en Tsahal. Et lorsque nous avons appris que Tsahal avait éliminé des chefs terroristes, donc ça veut dire qu'on nous avait envoyé un message, nous allons maintenant nous occuper un peu plus sérieusement de ce problème. Voilà, donc c'est selon le lieu d'habitation qu'on est plus ou moins concerné, stressé et Alors, inquiété. Voilà. Hein. alors Jean-Claude Bensoussan, à vous écouter, vous confirmez, on le sait, donc la population israélienne est forte, a une forte résilience. Oui. Cependant, Oui. bien sûr, lorsque ces événements arrivent, et régulièrement, malheureusement, on pense d'abord aux enfants. La résilience, c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Comment est-ce vécu pour les enfants, par les enfants? Il y a, on le sait bien sûr, des traumatismes, des enfants qui sont stressés, qui sursautent. Quelle est la pédagogie et quelle est l'approche qu'il faut retenir pour les enfants pour les faire endurer ces situations? Voilà. Enfants et adultes, je dois vous dire que personnellement, chaque fois que j'entends le bruit d'une moto, vous savez, il y a des motos qui, lorsqu'elles accélèrent, on a l'impression que c'est le déclenchement d'une alerte. Et donc, quand j'entends le bruit d'une moto, je suis déjà aux aguets à écouter si c'est la moto ou si c'est l'alerte. Donc on est vraiment à cran, dans cette période-là. Les enfants, alors c'est vrai qu'il y a des dégâts. Les enfants, parce que d'abord il y a un problème d'organisation. Les enfants n'ont pas classe. Et ce qui oblige les parents à rester à la maison pour les garder. Et on ne sait pas toujours comment les occuper pendant 24 heures. Et on ne travaille pas. Les enfants, là encore, ça va dépendre de la réaction des parents. Quand les parents sont eux-mêmes stressés, ils communiquent le stress aux enfants et les enfants sont très sensibles. J'ai une petite fille qui habitera Nana, qui est venue à Ashdod et au moment d'une période d'alerte intense. Et quand elle a entendu pour la première fois la sirène et qu'elle a vu qu'on se précipitait à l'abri, etc., elle en a gardé un très 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 mauvais souvenir. Et lorsqu'on lui dit on va à Ashdod, elle est plutôt réticente. Surtout lorsqu'on est en période de tension. Dans les écoles, il y a des groupes dans certaines écoles, pas dans toutes les écoles. Dans certaines écoles, il y a des groupes de prise en charge psychologique qui arrivent à détecter les enfants qui sont sensibles, qui sont touchés. Et il y a beaucoup de discussions qui sont engagées avec ces enfants. On parlait pour une dernière question, la population israélienne, vous disiez confiance en Tsahal. Bon, les années passent et cette situation perdure. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même ou un ras-le-bol ou un fatalisme et une envie de dire ça peut plus durer comme ça, il faut prendre une décision politique peut-être difficile, peut-être coûteuse. Quel est un petit peu l'état d'esprit de la situation? Est-ce qu'elle a changé ces derniers temps? C'est difficile en quelques minutes d'expliquer la situation, mais je vous rappelle que le Premier ministre, Bibi Netanyahou, a dit au cours d'une réunion à Paris, il n'y a pas de solution au problème de Gaza. Je répète, il n'y a pas de solution au problème de Gaza. Gaza est un territoire où il n'y a pas une seule présence israélienne. Depuis que le Premier ministre Sharon a donné l'ordre d'évacuation, il n'y a pas un seul Israélien qui vit à Gaza. Gaza est sous l'emprise du Hamas, qui est une organisation terroriste qui clame tous les jours, comme tous les mouvements terroristes, la destruction d'Israël. Mais donc Israël et Tsahal a la capacité en très peu de temps
de détruire le Hamas et de prendre possession du territoire de Gaza, mais pour en faire quoi après? C'est la question que tous les hommes politiques se posent, que tous les Israéliens se posent. Et donc aujourd'hui, de dire plutôt que d'engager une guerre qui va conduire à des blessés et à des morts parmi la population israélienne, parmi les soldats israéliens, et puis ensuite pour en faire quoi après? Ce serait très difficile qu'Israël gère le territoire de Gaza. Je vous rappelle que l'Égypte, à qui on avait proposé de prendre ce territoire et de le gérer, n'en veut pas. Personne ne veut gérer cette population de Gaza. Gaza, c'est plus de 2 millions d'habitants qui vivent dans une pauvreté, pour beaucoup d'entre eux, très élevée. Il y a un enseignement anti-israélien qui commence très tôt dans les jardins d'enfants, dans les classes primaires. Il y a une haine d'Israël et du juif qui est très, 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 très forte. Alors que Gaza reste à Gaza, on n'a rien à foutre de Gaza. Voilà, excusez-moi ce langage trivial. On n'a rien à foutre de Gaza. Chaque fois qu'il y aura des attaques de Gaza sur Israël, Gaza payera le prix, les chefs terroristes payeront le prix, etc. La vraie menace, pour nous, c'est celle qui viendra du Nord et qui viendra de l'Iran. L'Iran a phagocyté un peu la Syrie, le Liban, l'Irak, et veut faire la guerre à Israël par tiers interposés. Voilà. Et l'Iran aujourd'hui dispose de missiles de longue portée qui peuvent atteindre Israël, le cœur d'Israël. Et c'est là le danger le plus fort. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, ces dernières semaines, ces derniers mois, Israël, Tsahal, sans cesse, bombarde des positions iraniennes qui sont en Syrie, en Irak, La situation au Liban est très difficile pour les Libanais. On n'est pas concerné. La situation est très difficile pour les Syriens. On n'est pas concerné. En Irak, c'est la même chose. Tout autour de nous, les populations vivent dans une situation vraiment misérable. Et Israël continue à vivre, à se développer, à innover. Et aujourd'hui, on vit une crise politique très, très, très difficile. On espère qu'il en sortira un gouvernement qui pourra s'occuper des choses au quotidien. Mais du côté de la sécurité, on n'a pas d'inquiétude. Merci Jean-Claude pour ce témoignage. À très bientôt, j'espère, sur les ondes de Kol Aviv. Et bon courage. À très bientôt, Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 11h35 sur Radio Kol Aviv, on avait souhaité avoir un témoignage d'Israël et faire réagir Jean-Louis Debré. On a eu un problème technique, mais je salue d'ores et déjà Jean-Louis Debré. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Jean-Louis Debré, j'avais eu le plaisir de présenter avec vous, lors d'un gala de la UJF, le dictionnaire amoureux de la République, il y a, je crois, 2 ans de cela. C'était un livre où vous aviez beaucoup parlé, entre autres, de votre famille. Et puis, il y a un livre qu'on attendait depuis longtemps. C'était le livre qui paraît aujourd'hui, Une histoire de famille, chez Robert Laffont. L'histoire de cette famille, de ses origines et de sa filiation. Alors, vous précisez dans l'ouvrage que, je vous cite, « J'ai souhaité que cette histoire de famille ne se résume pas à une succession de portraits, mais témoigne aussi d'un esprit de famille, d'une identité, d'une marque de fabrique, comme on dirait aujourd'hui. » C'était important pour vous que ce liant se fasse autour des portraits? Oui, c'était très important parce que moi j'appartiens à une petite famille juive qui est venue de Bavière et qui a toujours voulu affirmer son identité à travers la religion. Et d'ailleurs, une petite anecdote, lorsque mon ancêtre, Anselme Moïse, doit choisir un nom, Napoléon voulant intégrer les Juifs à la vie sociale, il va choisir mais Napoléon ne veut pas de nom à consonance juive, mais Anselme Moïse va choisir le nom de Debré.
car débré, c'est la racine de devachin, et en hébreu, ça veut dire parler Parler. pour transmettre. Et j'ai toujours pris ce message de mon arrière-arrière-grand-père comme une mission qui était la mienne, de transmettre les valeurs que j'ai reçues de cette famille d'origine de Bavière qui s'est installée en France pour trouver la liberté, et qui a trouvé la liberté à travers un personnage assez fascinant qui est le grand rabbin Simon Debré. Fascinant parce que il est grand rabbin à Neuilly au moment de la montée de l'antisémitisme et au moment de l'affaire Dreyfus. Et au moment de l'affaire Dreyfus. Les rabbins sont assez discrets parce qu'ils sont à l'époque payés par l'État. Sauf quelques rabbins, dont le rabbin Simon Debré et le rabbin, un autre rabbin, qui, parce qu'ils sont payés par le consistoire, vont être à la tête du combat contre l'antisémitisme. Et donc tout ça m'a passionné. Et cette petite famille s'est retrouvée autour d'un certain nombre de valeurs, et notamment à travers la diversité des religions, dans le principe de la laïcité. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Et il faut, Monsieur Debré, que vous nous parliez d'abord de ce qui est l'élément géographique central, ce village de Westhofen, qui est le vôtre, et puis préciser, avant qu'on entame les portraits de Simon et des autres générations, ces événements de l'année 1870 qui a modifié, qui a chamboulé, qui a bouleversé cette vie heureuse dans le sillon familial. Oui, alors, si vous voulez, c'est une petite famille de Bavière qui s'installe près de Strasbourg, mais comme ils sont juifs, ils ne peuvent pas vivre à Strasbourg, ils peuvent aller travailler, et ils s'installent dans un petit village qui s'appelle Weishofen. Et d'ailleurs, une petite anecdote, lorsque une des dernières conversations que j'ai eues avec mon père, il était très malade, il allait bientôt nous quitter, et il m'a dit n'oublie jamais le petit village de Weishofen, c'est là où toute la famille est partie, de là où toute la famille est partie. Et d'ailleurs, dans ce petit village où je vais régulièrement, j'ai retrouvé une délibération d'un conseil municipal, puisque mon arrière-arrière-grand-père a été le premier élu juif de ce village, où la première décision a été de dire il faut permettre à toutes les religions d'exercer leur culte. Et donc, il faut qu'il y ait une église catholique, un temple protestant et une synagogue. Et il y a quelques années, malheureusement, j'ai connu le dernier gîte de Weishofen. La synagogue tombait en ruine, et j'ai trouvé parce que c'est un vestige ancien, j'ai retrouvé les crédits pour que cette synagogue reste debout, symbole de la présence et de la cohabitation de toutes ces religions. Alors, Jean-Louis Debré, il y a un chapitre de ce livre justement qui parle de Simon, donc le grand-père, donc grand rabbin, et qui s'intitule donc Simon, rabbin libre et réformateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur cet esprit libre? Oui, parce que Simon, pour qui j'ai une très grande affection, lorsqu'il devient rabbin de Neuilly, va ouvrir la synagogue. Alors, j'ai retrouvé tout ça à travers la presse de l'époque, etc. Et notamment, il va ouvrir l'office aux femmes, aux enfants, et il va accepter la musique, un harmonium. Simplement, c'est quand il fait son prêche, il n'utilise pas le micro. Et donc, il a ouvert à la musique, aux jeunes et aux jeunes femmes. Et il pense, parce que c'est son obsession. Son obsession, c'est, avec l'évolution de la société, la religion juive va perdre ses fondements. C'est un juif alsacien. Cette culture est très ancrée dans les campagnes. Et il a l'obsession qu'avec l'exode rural,
la religion juive perde ses fondements de campagne, ses traditions. Et il a peur que dans ces grandes villes, le mot est essentiel, important pour la religion, la transmission disparaisse. Et donc, c'est comme ça qu'il va écrire un livre sur l'humour judéo-alsacien, c'est comme ça qu'il va rédiger des catéchismes. Et vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui me met 10 secondes. J'étais président du Conseil constitutionnel et je faisais de la bicyclette dans Paris. Et un jour, un monsieur m'arrête et me dit, voilà, je voudrais vous parler. Je m'arrête et il me dit, voilà, je suis un vieux monsieur, je vais bientôt mourir, mes enfants ne s'intéressent pas à la religion, j'ai chez vous toutes les œuvres du grand rabbin Simon Debré, est-ce que je peux vous les donner? Naturellement, monsieur, je vais aller chercher. Il dit, non, on n'est pas allé chercher, je vous les donnerai quand j'aurai envie. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu au Conseil constitutionnel un paquet avec tous les livres de mon arrière-grand-père et pas d'adresse de la personne qui me donnait ces livres. Et il y avait simplement transmission. Et pour moi, si vous voulez, ce mot transmission m'a toujours hanté en disant, il faut que tu fasses un livre sur cette famille, mais notamment sur ce grand rabbin Simon Debré qui a quitté l'Alsace en 1870 parce que la France avait accueilli sa famille et il ne voulait pas être allemand et servir sous l'uniforme allemand, il ne voulait pas trahir. Il a été après grand rabbin de Sedan, puis grand rabbin du consistoire à Neuilly, et là il a été, et c'est l'enseignement que j'ai reçu de lui, fier de ses origines, fier de sa famille, fier de transmettre sa religion. Alors l'autre grand nom, il y en a beaucoup, vous dites c'est une modeste famille, mais là on ne peut pas vous suivre. Famille. L'autre grand nom, c'est Robert. Robert qui est né le 7 décembre 82 à Sedan. Et Robert, c'est aussi la rupture, vous parlez de la rupture de Robert avec la religion de ses ancêtres, bouleverse intimement Simon. Ça a été une première rupture dans la famille. Alors ça a été une rupture puisque Robert, mon grand-père, est totalement agnostique. Et il n'est pas athée, hein, il est agnostique. Et, mais par contre, il va épouser ce qui va être une rupture, une catholique. Mais pas n'importe quelle catholique. Il va épouser la fille d'un peintre de Toulouse, Édouard de Babonsan. Et Édouard de Babonsan, qui a peint des fresques au Capitole, est un peintre de Toulouse et il peint les familles de la bourgeoisie toulousaine. Mais Édouard de Babonsan a été choisi par les amis de Zola pour offrir à Émile Zola un portrait pour vanter son courage dans l'affaire Dreyfus. Et Édouard de Babonsan va peindre un tableau qui s'appelle « La vérité sortant du puits » et il va devenir un catholique, mais catholique rallié à la cause de Dreyfus. Et sa fille épouse mon grand-père. Et c'est une rupture, mais le grand rabbin va lui pardonner parce que c'est une fille d'un catholique qui a soutenu Dreyfus. Et vous précisez de façon très claire qu'effectivement pour Simon, toute union en dehors de la communauté ne représente pas tant le signe d'une rupture religieuse que la marque d'un refus d'une filiation séculaire, d'une continuité des fils d'eux. Oui, absolument. Alors, c'est très important pour Simon. Alors, je voudrais, avant de parler de Michel Debré, quand même, vous parliez un petit peu d'antisémitisme, et vous dites dans votre livre que votre arrière-grand-père a quitté l'Alsace pour ne pas trahir la République qui avait donné aux Juifs un statut et une espérance. Alors, on parlait de marque de fabrique. S'il y avait une chose, une ligne conductrice, c'est cet amour de la République. Pour vous, c'est celle qui a donné fierté et un statut aux Juifs? Oui, absolument. Moi, si vous voulez, dans la transmission que j'ai reçue de Simon, parce que vous avez vu, je fais des dialogues avec Simon parce que, entre guillemets, je vis avec Simon tous les jours. Je connais toute son œuvre, je la relis, je suis allé sur sa tombe. Il est la matrice de la famille.
même si la famille a pris des orientations religieuses parfois différentes, c'est Simon qui est au cœur avec le père de Simon, Jacques. Mais oui, la matrice de la famille, c'est la tolérance religieuse, le respect de toute religion dans la République. Et la République doit permettre cette dignité des religions et la reconnaissance de toutes les religions. Alors, l'autre passage important, c'est celui concernant votre père, Michel Debré, et vous intitulez ce paragraphe « Michel le converti ». Oui, parce que mon père, arrêté par les Allemands, enfermé à Autun, est transféré dans un camp à Orléans, et là, dans ces différentes prisons allemandes, il va retrouver la foi. Le mot converti ne convient pas très bien, puisque mon grand-père disait toujours que la religion, on l'a en soi. Alors pour certains, elle ne s'exprime pas, pour d'autres, elle s'exprime. En tout cas, Michel va se convertir au catholicisme. Mais ce qui est très curieux, je le dis, c'est qu'ayant fait des recherches, l'acte de baptême et l'acte de mariage de mon père sont faux. En réalité, ils étaient, pour échapper aux lois contre les Juifs, Monseigneur Théas, archevêque de Toulouse, et le vicaire général Bourdeau de Montauban permettaient de fabriquer des faux papiers. Et donc, les papiers de mon père sont faux. Mais il s'est converti au catholicisme. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous précisez dans cet ouvrage et dans le paragraphe consacré à Michel, en parlant de cet état civil, pourquoi donc il reçoit la bénédiction alors qu'il n'a pas baptisé. Peut-être n'a-t-il pas voulu se convertir au catholicisme, vous parlez de votre père, tant que Simon, son grand-père, était en vie, selon les rites juifs du deuil. Pendant l'année qui suit l'enterrement d'un parent proche, on récite le Kaddish et on évite de participer à des fêtes joyeuses où l'on danse. Cette période étant achevée, mon père se fera baptiser avec autorisation épiscopale le 3 octobre 1940. Oui, c'est étonnant comme précision. Oui, et ça ne m'étonne pas parce que si vous voulez, moi j'ai été élevé par mes parents qui étaient catholiques dans le respect de toutes les religions et dans le respect de la famille. Et donc, lorsque mon père avait une grande affection pour son grand-père Simon, et qui était ce grand rabbin avec une autorité et une culture exceptionnelle, eh bien, même si on choisit notre religion, on ne va pas à l'encontre du patriarche. Alors, allô ? Oui. Alors, votre papa, avant de mourir, vous a demandé de tenir une certaine promesse. Quelle est-elle et l'avez-vous tenue ? La promesse de Weizsäcker ? Oui, absolument, oui. Oui, alors, la promesse, c'est... mon père m'a dit deux choses avant de mourir. Il m'a dit, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Et c'est tellement vrai. Quelle vraie leçon de vie. Et deuxièmement, quand le maire de Weizsäcker te demandera quelque chose pour sa commune, tu lui obtiendras. Quelle que soit son étiquette politique. C'est le berceau de la famille. C'est là où se retrouve l'âme de la famille. Tu dois Allô ? Oui, on vous entend très bien, oui. Allez-y. Tu dois impérativement permettre à cette famille de retrouver son berceau. Alors, j'y vais régulièrement, j'y vais avec mes enfants. Chaque fois que j'ai participé en trouvant des fonds pour la rénovation de la synagogue, de l'école, pour permettre l'adduction d'eau. Et je vais régulièrement dans le cimetière où toute la famille devrait être enterrée. Mais malheureusement, Simon est à Paris. Mais mon arrière-grand-père
la tombe a disparu parce que les Allemands se sont servis des matériaux pour faire autre chose. Mais il y a la trace de toute la famille et pour moi, ça fait partie de mon histoire personnelle. Alors, vous consacrez, Jean-Louis Debré, un paragraphe à Simon Robert Michel face au sionisme et à la création d'un État juif, et vous précisez notamment que pour Robert Debré, la création d'une patrie juive était une faute contre l'esprit, non pas, encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'il réprouvait, mais il réprouvait seulement l'idée de transformer une religion en une nation. Oui, il faut toujours replacer ça dans leur contexte. Hein. Pour Robert, la religion ne s'associe pas à un État, parce que on va vers une religion et cette religion est en dehors de l'état des hommes et des organisations politiques. Et donc, il considérait que c'était une erreur d'avoir un état religieux. Voilà, c'était sa thèse, mais il faut la replacer dans l'époque. Tout en n'oubliant pas cette phrase « écoute Israël et l'importance d'Israël ». Mais pour lui, la religion doit être séparée des affaires de l'État et des politiques intérieures ou extérieures. Jean-Louis Debré, à travers cette longue recherche, cheminement, qu'est-ce que vous avez appris vraiment de majeur, d'important que vous ignorez sur votre propre famille? J'ai tout appris. D'abord, j'ai eu un très grand choc et quand j'étais en train de chercher des documents et que vous tombez sur un journal de 1940 où il y a un gros titre, il faut liquider le juif Debré. Quand vous tombez là-dessus, même si je ne suis pas naïf, je sais ce que c'est qu'antisémitisme, mais quand vous voyez écrit sur un papier, sur la première page d'un journal, allô, on vous entend très bien. Il faut liquider le juif Debré, vous n'en sortez pas intact. Vous n'en sortez pas intact. Et ça me hante toujours. Et c'est pour ça que je n'ai aucune complaisance à l'égard de ceux qui, même pour rire, font de l'antisémitisme. Même pour rire. Deuxièmement, j'ai appris de cette famille que l'on doit respecter toutes les religions, avoir un esprit de tolérance et de respect pour les autres, même s'ils n'ont pas votre religion. Alors, on sent, Jean-Louis Debré, tout au long de ces pages, et vous le précisez notamment dans un paragraphe intitulé « Une jeunesse gaulliste », l'affection par rapport à votre père, qui va même au-delà de l'affection. Vous précisez « Mon père fut pour moi le meilleur des maîtres, attentif et bienveillant ». Oui, c'est que on doit tout à ses parents. Vous savez, il y a en nous des millions de cellules qui nous sont transmises par nos parents et nos grands-parents. Et mon père a été, pour ses enfants, en tout cas pour moi, quelqu'un qui nous a ouvert l'esprit. Je prends un exemple. Lorsque nous allions visiter un village ou une ville, on rentrait aussi bien dans la synagogue que dans l'église catholique. Deuxièmement, quand sur un mur, il y a une plaque ici ont été arrêtés comme on en voit en Paris, des enfants juifs de l'école, il n'était pas question que l'on passe sans s'arrêter, même un moment. Et j'avais 10 ans, 12 ans, mais ça c'est un souvenir très grand. On ne passe pas de manière indifférente devant ces plaques qui marquent un drame, une souffrance, et il nous arrêtait tous les quatre et il lisait tout haut la plaque. Et je connais beaucoup de plaques par cœur dans Paris, devant les écoles, au coin de rue, ici est tombé le brigadier, etc. Et donc c'est le respect de là d'où on vient.
Et si vous voulez, il y avait chez mon père cette phrase qui me répétait souvent, une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. Et ce rêve d'avenir partagé, nous le retrouvons dans le respect de notre histoire et de notre identité. Voilà, et pour terminer, vous souhaitez encore une fois, votre père avait l'image de quelqu'un d'austère, et vous précisez, malgré sa rigueur naturelle, mon père n'était pas l'homme austère qu'on a souvent dépeint de lui, et vous précisez, mon père se plaisait à rire encore des facéties de Louis de Funès, et particulièrement dans les aventures de Rabbi Jacob. Oui, il adorait Rabbi Jacob, ça le faisait rire aux éclats. Et d'ailleurs, je regarde de temps en temps ce film avec mes enfants et on rit. Mais on rit franchement. Mon père était un ami, président des Amis d'Eugène Labiche. Mais, si vous voulez, c'était un homme public et il n'aimait pas la télévision, la radio. Il n'aimait pas passer à la télévision, à la radio. Et donc là, il était complètement contracté. Mais c'était le meilleur des pères c'est un père exceptionnel. Il nous a ouvert l'esprit. Et pour terminer, Jean-Louis Debré, on parle beaucoup, bien sûr, dans ce livre d'Amour de la République, on parle beaucoup de transmission. Pour vous, ce livre, c'est un acte de transmission par rapport à vos enfants et petits-enfants? C'est un acte de transmission par rapport, je le mets dans la première page, à l'égard de mes enfants, de mes petits-enfants. Plaçons-nous dans la lignée de Simon, du grand rabbin, de mon grand-père le professeur, de mon père, pour transmettre cet amour de la vie, cet respect de toutes les religions et le respect de nos origines. Merci Jean-Louis Debré. On avait eu beaucoup de plaisir à dialoguer avec vous pour parler du dictionnaire amoureux de la République et on a eu énormément de plaisir à évoquer avec vous cette histoire de famille parue aux éditions Robert Laffont. Merci à vous Jean-Louis Debré. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.